Nairobi, la capitale du Kenya, va accueillir du beau monde en novembre. C'est ici en effet que la communauté internationale s'est donné rendez-vous les 12, 13 et 14 novembre pour la commémoration du 25e anniversaire de la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement. Au Caire, en septembre 1994, 176 chefs d'État et de gouvernement ont adopté un programme d'action appelant à assurer l'accès des populations à des soins complets de santé reproductive, notamment une planification familiale volontaire, des grossesses sans risque et des services d'accouchement ainsi qu'à la prévention et au traitement des infections sexuellement transmissibles. Il s'agissait alors de favoriser la baisse des décès maternels, l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, l'élimination des pratiques dangereuses envers les femmes et les filles, l'élimination des besoins de planification familiale non couverts et de faire progresser l'égalité des genres. S'exprimant lors d'un événement pour discuter des solutions pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rappelait qu'il s'agissait d'une question de droits humains fondamentaux. Au fond, la violence faite aux femmes et aux filles sous toutes ses formes est la manifestation d'un profond manque de respect. L'incapacité des hommes à reconnaître l'égalité et la dignité des femmes. C'est une question de droits humains fondamentaux. La violence peut prendre de nombreuses formes, de la violence domestique au trafic, de la violence sexuelle au mariage d'enfants, aux mutilations génitales et au féminicide. C'est une question qui nuit à l'individu, mais qui a aussi des conséquences profondes pour les familles et la société. Avec l'orange comme couleur unificatrice de la solidarité, le hashtag #HearMeToo est destiné à envoyer un message clair. La violence contre les femmes et les filles doit cesser maintenant. Et nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire plus. Faire plus, c'est justement l'objectif de la CIPD qui a pour thème accélérer la promesse. Aujourd'hui, le monde s'efforce à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici 2030 et la santé sexuelle et de la reproduction est au cœur de la plupart de ces objectifs. La sécurité, la santé et le bien-être, mettre fin à la pauvreté, établir l'égalité entre les sexes et instaurer des communautés durables, entre autres. En Afrique de l'Ouest et du Centre, plusieurs indicateurs montrent que beaucoup d'efforts restent à faire pour avoir un continent au rendez-vous des 3 résultats transformateurs, c'est-à-dire 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale, 0 décès évitable chez la mère et 0 violence basée sur le genre et mettre fin aux pratiques néfastes telles que les mariages des enfants et les mutilations génitales féminines, des promesses de la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement. Dans la région, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, travaille avec plusieurs partenaires dans le but d'atteindre ces objectifs. Au rang de ces partenaires, les jeunes, les religieux, les communicateurs traditionnels, la chefferie traditionnelle ainsi que les premières dames. Le premier appel, je le lance à tous les hommes nigériens pour qu'ils s'engagent sur les 3 M. Les 3 M, c'est-à-dire minimisons la mortalité maternelle. Mourir en donnant la vie est une injustice sociale. Plus jamais ça au Niger. Le deuxième appel, je le lance aux partenaires du Niger pour accompagner les efforts du gouvernement en mobilisant des ressources en faveur de la santé maternelle et néonatale. En novembre 2019, gouvernement, défenseurs des droits, organisations de santé, femmes et jeunes activistes et bien d'autres encore se réuniront au Kenya pour le sommet de Nairobi en vue d'exiger des engagements clairs qui feront progresser les objectifs de la CIPD et permettront à tous et à toutes de vivre dignement et de réaliser leurs droits. À la veille de cet événement,
Mabinga Ngom, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population, fait le point sur la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD dans cette région de l'Afrique. Il est l'invité de Population d'Afrique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau du magazine Population d'Afrique où j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir M. Mabinga Ngom. M. Ngom, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à quelques jours de la prochaine conférence internationale sur la population et le développement qui aura lieu du 12 au 14 novembre prochain à Nairobi. Alors, quelle est la particularité de cette conférence? Je voudrais d'abord vous remercier, mais ensuite rappeler qu'en 1994, 176 chefs d'État et de gouvernement se sont rencontrés au Caire, en Égypte, pour mettre en place un programme ambitieux que nous appelons un peu le programme du Caire, le programme d'action du Caire, dont l'objectif était d'améliorer les conditions de vie des populations à travers le monde. Cette amélioration des conditions de vie des populations du monde, c'était principalement pour s'occuper des questions de mortalité maternelle qui affichaient des taux extrêmement élevés à l'époque, mais également faire en sorte que la femme, partout où elle se trouve à travers le monde, puisse avoir accès aux services de planification familiale, qui d'ailleurs jouent un rôle important donc, sur la mortalité maternelle, mais également les chefs d'État et de gouvernement et toute la communauté internationale a également donné donc, un signal fort en ce qui concerne la nécessité de promouvoir l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive à tous. Derrière cet agenda, comme vous pouvez le voir, c'était un agenda de développement, c'était un agenda de droit, c'était un agenda humain pour permettre à tous et à toutes d'accéder à leurs droits d'humain, des droits en matière de santé sexuelle et reproductive, des droits sans lesquels il nous serait difficile d'avoir des sociétés justes, d'avoir des sociétés égalitaires, mais également d'avoir des sociétés développées. Alors, aujourd'hui, quelle évaluation faites-vous de la mise en œuvre de cet agenda de la CIPD? J'aurais une appréciation mitigée. D'abord parce que nous avons fait des progrès importants, des progrès visibles, des progrès qui touchent la personne humaine dans sa chair, mais également nous avons des défis énormes, en tout cas qui persistent et dont la résolution pourrait permettre un peu à des millions de personnes à travers le monde d'éviter les souffrances auxquelles elles font face aujourd'hui. Nous avons, par exemple, réussi à baisser le taux de mortalité maternelle de plus de 40%, ce qui est énorme, parce que nous parlons un peu de vies humaines sauvées. Et nous avons également pu augmenter l'accès à la planification familiale de plus de 25%, ce qui est également d'une signification majeure en ce qui concerne l'accès de la femme donc, à ces services, qui sont des services qui pèsent, en tout cas sur la balance, parce que nous savons que lorsque la femme a accès à la planification familiale, nous avons déjà commencé donc, des efforts de réduction de la mortalité maternelle. Donc l'accès à la planification familiale réduit d'un tiers la mortalité maternelle. Donc si nous faisons donc, des efforts donc, de 25%, l'impact sur la mortalité maternelle se fait sentir. La troisième chose que je dois dire, c'est que visiblement, les questions de violence
basés sur le genre ont également connu des succès visibles parce que, en ce qui concerne, par exemple, le mariage des enfants, nous avons, dans cette partie du monde, fait un progrès de 10 points, ce qui est extrêmement important, mais en regardant de près, les défis qui restent à relever sont énormes parce que dans la région, nous avons des pays comme Sierra Leone, où la mortalité maternelle est au-dessus de 1000. Nous avons également des pays comme le Libéria ou Centrafrique, où nous sommes à des niveaux 10 fois plus élevés que les 75 décès maternels pour chaque 100 000 naissances vivantes, qui était un peu convenu comme étant un peu le repère pour tous lors de la conférence du Caire de 1994. Alors, vous le dites, les défis sont énormes. Alors, je voudrais savoir, dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale, à quel type de problème vous avez été confronté pour la mise en œuvre de cet agenda de la CIPD? Mais je dirais que ce sont des défis multiformes. Ils ne sont pas, j'allais dire, un peu les mêmes dans chaque pays, mais je voudrais en citer quelques-uns. Nous avons un peu le défi qui aujourd'hui, à mon avis, est un défi de taille. C'est celui de l'engagement de toutes les parties prenantes, donc pour aller ensemble dans la même direction. Un deuxième défi porte sur l'engagement, par exemple, de certains acteurs extrêmement importants et qui, jusqu'à un passé récent, n'ont pas fait l'objet de toute l'attention qui était nécessaire. Je pense notamment aux leaders religieux, je pense notamment aux jeunes qui sont vraiment les acteurs qui doivent porter ces changements, mais je pense également aux parlementaires, je pense également aux acteurs de la recherche. Je pense qu'ils ont également un rôle extrêmement important en ce qui concerne l'identification des méthodes, des approches porteuses et leur amplification. Nous avons suivi, M. Ngom, avec beaucoup d'intérêt, l'effort de sensibilisation, d'information que vous avez mené auprès des institutions continentales africaines, auprès des leaders religieux, auprès des associations de jeunes, des associations de femmes, etc. Alors, qu'est-ce que cela a amené finalement? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Oui, je dois dire que ces dernières années, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour mobiliser les leaders des communautés, les leaders au niveau des pays, les leaders au niveau des régions et des sous-régions, pour faire en sorte que ces leaders puissent se mobiliser pour l'agenda du Caire. Mais nous sommes allés au-delà dans notre engagement avec ces leaders et je crois aujourd'hui, ils sont non seulement engagés, mais ils portent eux-mêmes l'agenda du Caire. Ils se sont appropriés de l'agenda du Caire et c'est avec fierté que j'ai vu certains de ces leaders, comme l'émir de Kano, parler de questions de dividendes démographiques et même faire une présentation PowerPoint sur le dividende démographique devant le président Buhari. Nous avons également assisté à des situations similaires où le Moronaba, donc au Burkina Faso, où des leaders traditionnels comme El Hadji Mansour Mbaye, donc du Sénégal, ou en Guinée, donc parlent de ces questions, donc avec cœur, parlent de ces questions avec conviction et arrivent à convaincre des pans importants de la société que nous n'avons pas été capables de toucher avec nos méthodes passées. Donc aujourd'hui, nous avons une mobilisation, nous avons donc une appropriation, nous avons un engagement, en un mot, nous avons un leadership très fort au niveau de ces leaders dont la voix porte
au niveau des communautés où l'agenda du Caire doit se jouer. Alors, cette mobilisation africaine a été ressentie au moment où, dans la communauté internationale, la démographie africaine est perçue avec beaucoup d'inquiétude, comme une menace pratiquement. Alors que dans votre région, cela est vu sous l'angle d'une opportunité. Il y a un dividende démographique. Vous l'avez utilisé tout à l'heure. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je dis très souvent que nous n'allons pas réaliser donc, le pari de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 sans le dividende démographique. Mais je dis également que nous ne pouvons pas gagner le pari de l'agenda 2030, la prospérité pour tous, ou comme on le dit dans notre jargon au niveau des Nations Unies, ne laisser personne en rade sans le dividende démographique. Il s'agit d'une notion simple qu'il faut d'ailleurs banaliser. Il s'agit simplement de construire donc, des sociétés où les familles ont la possibilité de faire face aux besoins de leurs proches. Il s'agit un peu de construire des sociétés où les pays, les villes, les communes, les régions ont la possibilité d'avoir une structure de la population qui ne pèse pas trop sur l'investissement, qui ne décourage pas l'investissement et qui est beaucoup plus favorable donc, à ce que j'appelle un peu une prise en compte satisfaisante de la demande sociale, des sociétés où la structure de la population est également plus favorable donc, à l'épargne et à l'investissement dont nous avons besoin pour améliorer les conditions de vie des populations. Et aujourd'hui, ce concept a également fait l'objet d'une très bonne appropriation par les plus hautes autorités africaines. Et d'ailleurs, je dois dire d'ailleurs, avec un sens élevé de satisfaction, qu'aujourd'hui, dans toutes les communautés les plus avancées ou les plus reculées dans les pays africains, donc ce discours, cette conversation sur la question du dividende démographique se passe et des actions concrètes, visibles, sont en train d'être mises en œuvre pour aller vers la capture du dividende démographique ici en Afrique, au sud du Sahara, et surtout dans cette région, en Afrique de l'Ouest ou du centre, où le croît démographique reste le défi le plus redoutable donc pour les populations, pour les pays, pour les institutions et les partenaires qui les accompagnent dans leurs efforts de développement. Alors, quels sont les domaines dans lesquels vous avez noté de fortes avancées du dividende démographique? Je peux dire aujourd'hui que dans la sous-région Afrique de l'Ouest et du Centre, où nous avons 23 pays, de la Mauritanie jusqu'en Centrafrique, dans chacun de ces 23 pays, la feuille de route de l'Union africaine a été lancée, à l'exception de Centrafrique, où nous travaillons actuellement pour faire en sorte que ce pays puisse lancer sa feuille de route pour la capture du dividende démographique. Je peux également dire que dans chacun des pays, à l'exception du Libéria, nous avons défini un profil de dividende démographique à travers une approche inclusive, une approche, j'allais dire un peu portée par les nationaux, donc par les équipes nationales, et qui est indispensable pour tracer un peu la voie, définir les actions, mais également commencer à mobiliser les uns et les autres pour aller résolument vers la capture du dividende démographique. Je peux également dire qu'au moment où je parle, dans 9 pays, nous avons mis en place des observatoires de dividende démographique qui nous permettent un peu de piloter cet important chantier. Nous avons également, à travers nos engagements avec certains acteurs extrêmement importants, comme les premières dames, ou comme les leaders religieux, ou comme les acteurs de la communication, défini des approches, des feuilles de route en cours d'exécution pour soutenir la mobilisation politique, pour soutenir la mobilisation des ressources, pour soutenir un peu toutes les actions qui doivent être coordonnées et qui doivent mener
vers l'amplification des efforts actuellement en cours. Donc, je peux dire que nous sommes dans la bonne direction avec les initiatives concrètes sur place, dont certaines, d'ailleurs, sont en train d'être accélérées pour faire en sorte que l'Afrique puisse rapidement tirer profit du dividende démographique qui lui permettra de disposer, en tout cas, de ressources additionnelles, de générer au moins 500 milliards de dollars chaque année et sur les périodes à venir. Au moins 30 prochaines années, ce qui est quand même une opportunité extraordinaire pour investir dans le développement du continent à travers des ressources propres. Alors, nonobstant l'apport, l'appui, le soutien des États, je suppose que vous avez eu d'autres partenaires institutionnels ou privés qui sont intervenus à vos côtés. Je crois que je pense notamment à des partenaires comme la Banque mondiale, l'Union européenne, les pays nordiques, ou des pays plus proches comme la France ou l'Italie, qui accompagnent les pays dans la réalisation de cet agenda de capture du dividende démographique. Mais je voudrais insister sur les efforts des pays eux-mêmes qui sont allés jusqu'à emprunter donc, au niveau de la Banque mondiale donc, pour faire avancer ce dossier du dividende démographique qui est leur aspiration. Et je dois d'ailleurs signaler que la liste est longue, la liste de pays qui aujourd'hui sont en train d'aller à la banque pour rejoindre un peu cette initiative du Suède, elle s'allonge. Et mieux, lorsque nous sommes réunis à Accra en octobre 2018, la première décision que les 54 pays africains donc, ont prise, c'était de demander l'extension du projet SWET à tous les pays pour permettre à l'Afrique d'accélérer un peu ses efforts de capture du dividende démographique tel que souhaité par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2017. Bon nombre d'observateurs s'accordent pour dire que le dividende démographique sera au cœur des discussions à Nairobi lors de la conférence internationale sur la population et le développement. À quoi vous attendez? Je crois que je serais surpris de voir un peu cette question ne pas occuper le premier plan, la conversation de Nairobi. D'abord, Nairobi se passe pratiquement 2 ans après le lancement de la feuille de route par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et comme je disais tout à l'heure, les pays ont individuellement lancé la feuille de route. Et mieux, dans pratiquement tous les pays, il y a des actions concrètes, parfois timides, mais concrètes et visibles, qui vont dans le sens de la mise en œuvre de ces feuilles de route pour aller vers la capture du dividende démographique. Et je venais de dire tout à l'heure que plusieurs pays sont actuellement en train de demander à la communauté internationale, j'ai parlé tout à l'heure de la Banque mondiale, mais également les autres, pour que nous puissions renforcer notre accompagnement pour la réalisation de ces opérations, pour faire en sorte que nous puissions accélérer les progrès dans le continent. Et je crois également qu'avec l'agenda 2030, ne laissez personne derrière, le monde, la communauté internationale, y compris les pays, est arrivé à la conviction que l'agenda de développement est un agenda intégré, qu'aujourd'hui, qu'on ne peut plus séparer la santé de la mère, l'éducation de l'enfant, la croissance économique, la paix, la sécurité et la stabilité. Et le dividende démographique, aujourd'hui, nous offre cette possibilité, j'allais dire magique, de faire face aux nombreux défis auxquels le continent africain est confronté. Ces défis
qui également affectent les voisins des Africains et défis pour lesquels aujourd'hui le dividende démographique constitue, j'allais dire un peu, le remède magique qui pourrait nous amener à renverser en tout cas toutes ces tendances lourdes. Donc je m'attends qu'à Nairobi, que les Africains, que leurs voisins, leurs partenaires, leurs amis puissent ensemble travailler sur la question du dividende démographique et accélérer sa réalisation en Afrique au sud du Sahara. Ce sera le mot de la fin. Mabingi Ngom, merci. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Population d'Afrique. Merci.